Amis de l'analyse de schéma, bonjour. Dans un colis de fan que j'ai reçu dernièrement et que j'aurai prochainement le plaisir de vous présenter, il y avait entre autres merveilles toute une collection de la revue Micro et Robots, sachant que c'est une revue qui, d'abord est sortie comme une revue seule dans les années 80-90 par là, et après sous forme de numéros spéciaux d'articles qui étaient dans les revues Le Haut-Parleur, Électronique Pratique et ainsi de suite. Et dans le numéro spécial numéro 2 de novembre 2001, il y avait deux schémas qui m'ont paru éventuellement intéressants. Et donc, voilà, aujourd'hui, on va en parler. Alors, le premier de ces schémas, en gros, c'est un détecteur infrarouge, alors qu'ils ont appelé antenne détectrice, mais en gros l'idée c'est de détecter en fait la proximité d'un espace en regardant le reflet en fait infrarouge. Alors dans ce même numéro en fait il y a deux sous-schémas de la même chose. Il y a celui-ci ici et celui de dessus là que je vais vous commenter qui est un peu plus compliqué. Ce schéma-là, on va dire c'est le schéma le plus basique qu'on puisse faire, qui est basé sur un capteur qui s'appelle le CNY70, qui est un petit capteur intégré qui contient une LED infrarouge et un phototransistor qui sont mis non pas face à face, mais je veux dire côte à côte. Ce qui fait que s'il y a une surface réfléchissante assez proche, eh ben, à un moment donné, le rayonnement en fait va revenir attaquer le phototransistor. Alors ce schéma-là, il a beaucoup de défauts. Comme on peut voir, si on regarde comment il fonctionne, c'est très simple, hein. La LED est alimentée en tension continue en permanence, donc on voit ici cette LED infrarouge, et le phototransistor ici attaque un comparateur, hein, je vous en ai déjà parlé, le fameux LM393, dont on règle le seuil ici grâce à ce potentiomètre, qui en gros revient à régler la sensibilité. Alors pourquoi ce montage il n'est pas hyper top? C'est que déjà, comme il est, sensible au courant continu, il est aussi sensible à l'éclairage parasite. C'est-à-dire que si le soleil qui contient une partie d'infrarouge vient éclairer le phototransistor, il risque de se déclencher aussi. Donc en fait, il n'a pas vraiment d'immunité par rapport à la lumière parasite. Et son deuxième défaut, c'est que comme on peut voir, ce comparateur, il n'a pas de ce qu'on appelle un hystérésis, je vous en ai déjà parlé, qui fait que quand la lumière ici va être très proche de son seuil de déclenchement, il risque ici d'y avoir des oscillations qui sont pas terribles. Donc vraiment, ce montage, bon, il fonctionne, mais il n'est pas forcément terrible. À la limite, on peut aussi l'utiliser plus avec les petits capteurs à fourche, par exemple, permettre de détecter si il y a, une lamelle entre les deux. À la limite, il marcherait mieux. Mais enfin bon, de toute façon, sur ce genre de choses, d'avoir un hystérésis est toujours conseillé. Enfin donc voilà pour ce schéma très simple, sachant que bien sûr, je rappelle que le LM393 a une sortie à collecteur ouvert, ce qui explique ici la résistance de 10K. Alors ce montage-là, lui, il est déjà beaucoup mieux, parce que justement, il présente une forte immunité aux lumières parasites. Alors, on peut voir qu'il est fait de deux parties, la partie émetteur qui est ici, et récepteur. Donc l'idée, ça va être d'avoir en émission une lumière infrarouge modulée à une certaine fréquence. Donc là, on retrouve un schéma hyper classique autour d'un 555 monté en oscillateur astable, c'est-à-dire qu'il oscille ici à une fréquence de l'ordre de 1 kHz. Là, on trouve ce transistor qui est monté à la fois en amplificateur de courant, mais aussi en générateur de courant constant. Je rappelle que j'en ai souvent parlé, qu'il est bien sûr conseillé d'alimenter les LED en courant constant. Alors comment il fonctionne? On peut voir que la LED ici sert pas vraiment à s'allumer, même si elle s'allumera sans doute un petit peu, mais pas tant que ça en fait. Elle est plus utilisée ici comme une zénère de l'ordre de 2 volts, un peu plus de 2 volts, et qui est assez intéressant parce qu'en fait, c'est pas très facile souvent de trouver des zénères, de tension assez basse. Les zénères, ça commence plutôt généralement, on en trouve aux alentours de 2 volts et quelques, mais c'est pas les plus fréquentes. Donc là, l'idée, c'est d'avoir donc ici cette diode, on voit qu'elle est polarisée non pas en inverse comme une zénère, mais en passant, mais qui en gros sert un peu de référence de tension, avec ici donc une tension qui sera assez fixe, de l'ordre de 2 et quelques volts. Donc voilà, la résistance ici limite le courant dans cette zénère, et donc ici on aura une tension qui, quand sortie est à 0,
Là, la sortie, on est d'accord qu'elle va osciller entre 0 et 5 volts. Hein. Quand elle est à 0, il y a un courant qui passe via cette résistance-là et qui va mettre ici donc une tension de l'ordre de 2 et quelques volts. Or, c'est le principe d'un générateur de courant constant, un transistor, la différence entre la base et l'émetteur est de l'ordre de 0,6 volts à peu près. Donc ici, comme on impose la tension de la base, on impose la tension de l'émetteur, qui est celle-ci moins 0,6 volts. Et à ce moment-là, c'est assez facile de calculer que en ayant une tension imposée au bord d'une résistance, on impose le courant, c'est la loi d'Ohm, comme I égale U sur R. Si U et R sont constants, vu que R change pas et que la tension on l'a imposée, I est bien constant. Et c'est ce transistor-là qui, s'arrange pour que le courant justement soit constant. Et il alimente ici cette LED. Donc là, on va avoir cette LED là qui est pulsée, donc à une fréquence de l'ordre, c'est 1 ou 2 kHz, je me rappelle plus de la doc. Enfin bon, voilà, c'est une fréquence qui est relativement élevée. Au niveau du récepteur, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, on retrouve ici un phototransistor. Et là, en fait, il y a deux parties. Alors, il y a ce premier filtre là, et ici cet amplificateur, on va dire, qui est vaguement sélectif. Alors, ce filtre, ça, c'est un filtre qui est très connu, qu'on appelle un filtre en double T. C'est un filtre de réjection, c'est-à-dire que c'est un filtre qui laisse passer toutes les fréquences sauf une. On le trouve aussi dans la littérature anglo-saxonne sous forme de Twin T Rejection Filter. Et c'est un filtre, je vous l'ai montré ici, où on voit ici la courbe. C'est un filtre qui a une pente qui est assez aiguë. Et là, par exemple, il est calculé pour 100 Hz. C'est-à-dire qu'on voit qu'il atténue de moins 40 dB. N'oubliez pas qu'ici, c'est une échelle logarithmique. Toutes les fréquences qui sont de 100 Hz. Alors que au-delà de chaque côté, il laisse passer plutôt facilement. Là, on a la courbe de phase qui ici nous intéresse pas tellement, qui bien sûr varie énormément justement autour de ce pic. D'ailleurs, pour info, je mettrai en lien, il y a un petit site là qui permet de calculer ce genre de filtre très facilement et qui trace ces courbes. Donc là, l'idée, c'est de réjecter, il est calculé pour 100 Hz, la fréquence justement de 100 Hz. Alors pourquoi la fréquence 100 Hz? Parce que dans la mesure où en France on est alimenté en 50 Hz, une ampoule par exemple, 50 Hz ça fait 50 fois par seconde, mais comme il y a la positive et la négative, ça fait 100 fois par seconde où elle passe de éteint à allumé. Et c'est ça qui fait que dans les maisons où, avec l'éclairage autour de nous, on est généralement baigné d'une variation à 100 Hz. Donc le fait d'avoir ce filtre ici réjecteur fait qu'on va éliminer de façon très importante cette fréquence due à l'éclairage. Ensuite là, on va avoir cet ampli qui, comme on veut le voir déjà grâce à ces condensateurs, ne laisse pas passer non plus continu. C'est-à-dire que si à un moment donné le phototransistor ici est éclairé par le soleil, ça va changer ici son niveau de polarisation. C'est-à-dire que là, il passera un courant plus important, donc la tension ici moyenne continue va monter, mais ça va pas changer les variations au niveau de alternatif. Donc là, cet ampli, donc il fait à la fois filtre et amplificateur. Donc je rappelle que dans les bases de l'analyse de schéma, quand on résonne déjà en continu, on fait comme si le condensateur n'était pas là. Donc on peut regarder que si les condensateurs ici n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici sur l'entrée plus, là, cette résistance de 1 mégohm qui arrive sur cette résistance-là qui alimente une LED. Et là, on est exactement comme tout à l'heure ici. Cette LED ne sert pas vraiment à s'allumer, d'ailleurs, elle s'allumera sans doute pas fort, mais elle sert aussi, encore une fois, de référence de tension, ce qui fait qu'elle va aussi ici imposer une tension de l'ordre de 2 volts et quelques, et ces 2 volts et quelques, via ici la résistance de 1 mégohm, polarise là l'entrée de l'ampli up. C'est-à-dire que, en l'absence de signal, j'ai une tension continue ici de l'ordre de 2 et quelques volts. De même, en continu, le C8, c'est comme s'il n'était pas là. Donc c'est comme si cette résistance-là n'était pas là non plus, vu qu'elle est en série avec le condensateur. Là, c'est-à-dire qu'en continu, on voit que on a juste une résistance de contre-réaction. C'est-à-dire qu'en continu, l'ampli ici, il a un gain de l'ordre de l'unité. Et puis voilà. Donc ça veut dire que là, en sortie, je retrouve la même tension que là, qui sera de l'ordre donc encore de quelques volts. Si maintenant, grâce au condensateur ici, je viens superposer cette tension de quelques kilohertz, l'entrée plus, vu que l'impédance d'entrée ici, elle est très haute, avec ce 1 mégohm et l'impédance du circuit qui est aussi très très grande, donc ça va bien venir se mélanger avec, et à ce moment-là, le condensateur ici, là, va devenir passant. Ça veut dire qu'à ces fréquences-là,
le condensateur, là, il va se comporter comme une résistance faible. Et là, on va voir qu'on va avoir un gain très fort, hein, vu que le gain de cet étage-là, c'est le rapport de cette résistance-là sur celle-là. Donc ici, à cet étage, il marche plutôt comme une sorte d'amplificateur, mais filtre passe haut, qui va passer que des fréquences relativement élevées. Donc, quand ici, donc on a cet éclairage à la fréquence donc de quelques kilohertz, et que le couplage optique entre la LED et le phototransistor ici est bon, bah là la tension ici va augmenter. Là on retrouve ce très classique étage de redressement à diode, hein, qui est facile à comprendre, hein. Quand c'est positif ici, bah, on voit que la diode là charge le condensateur qui est ici, et quand ça devient négatif, bah, il se charge via ce trajet-là. Donc là on aura ici une tension continue qui va bien être proportionnelle à la force du signal HF entre guillemets qui est reçu là. Et derrière, ben là on retrouve quelque chose qui est tout à fait semblable à ça, c'est qu'on vient comparer cette tension continue à une valeur ici réglable, et là l'ampli hop, là on voit qu'il n'y a pas de contre-réaction, il est monté en comparateur, et sa sortie passera donc de 0 à 1 en fonction de l'éclairement. Donc là encore, il aurait été judicieux à mon avis de me rajouter ici un hystérésis, ce qui n'a pas été fait. Mais on a quand même là un système qui est quand même bien plus immune à la lumière parasite que celui-ci. Et là, on peut voir aussi que R5C2, là l'idée c'est aussi de rajouter un filtrage supplémentaire de façon à ce que l'oscillation ici ne vienne pas perturber le montage là. Donc on peut voir qu'ils ont choisi aussi un ampli hop, hein, JFET, là, un TLC 272, qui fonctionne aussi bien à une tension de 5 volts. Bon, et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un, mais deux schémas que aujourd'hui on va voir, et on va regarder ce second schéma, qui était aussi dans la même revue, qui lui est un détecteur, on va dire, de proximité d'obstacles, mais qui utilise des ultrasons. Et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce schéma, c'est qu'il les utilise non pas avec la méthode un peu classique qui consiste à émettre un top d'ultrasons et de regarder si on reçoit un écho, et en mesurant le temps entre les deux échos, savoir la distance, hein, vu que le son se déplace à peu près à 330 mètres secondes dans l'air. Bon, c'est à peu près, hein, ça dépend de l'humidité, de la température, de la pression, patati patata, mais enfin, en gros c'est ça, et c'est donc un système de télémétrie qu'on peut utiliser. Là, on va voir que ça utilise un système qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus astucieux, sachant que l'idée ici n'est pas réellement de mesurer une distance, c'est-à-dire d'avoir une mesure, c'est juste de savoir si on est près ou pas d'un obstacle, en gros. Donc la sortie est purement binaire, qui dit il y a un obstacle pas loin ou pas, sachant qu'on va voir que cette notion de distance est éventuellement réglable. Alors, l'originalité de ce montage, c'est que c'est basé sur un effet que tout le monde connaît plus ou moins, qui s'appelle l'effet Larsen. Alors, c'est quoi ce Larsen? On a tous déjà entendu ça. C'est que si on a un micro qui est branché sur un amplificateur et sur un baffle, hein, comme on pourrait trouver sur une scène, par exemple, pour un chanteur, si à un moment donné, on rapproche un peu trop le micro du haut-parleur, il y a une sorte de son très désagréable qui apparaît. Et à quoi il est lié ce son? Il est lié qu'à un moment donné, il y a un son dans le micro, l'amplificateur l'amplifie, le restitue au haut-parleur, et si le micro recapte le son du haut-parleur et le réamplifie encore, et qu'il y a un gain suffisant, on va atteindre ce fameux critère qui permet en fait de créer des oscillations, hein, et oscillations qui vont se faire à une fréquence qui satisfasse aussi donc les conditions de phase pour l'oscillation, donc qui est généralement relativement aiguë. D'ailleurs, on voit qu'en éloignant plus ou moins le micro, on voit que comme on change un petit peu ça, souvent ça change un petit peu la fréquence. Enfin, toujours est-il que ça c'est donc l'effet Larsen, et on fait tout pour qu'il n'arrive pas. Mais là, en fait, on va au contraire se baser dessus. Donc quel est le principe? C'est qu'on a ici le récepteur d'ultrasons, voilà, qui arrive sur ce premier étage de transistor, donc c'est un étage en émetteur commun, hein, qui va donc donner du gain en tension. Hein. Cette résistance-là, qui est un principe, je rappelle, de polarisation automatique du transistor, hein, ce qui fait que ça va en gros fixer son point de fonctionnement. Hein, je rappelle que le principe de ce système, c'est que il y a un courant qui passe dans la base, donc il fait passer un courant entre le collecteur et l'émetteur. Mais si le courant devient trop fort, la tension ici a tendance à baisser, et donc ça baisse le courant. Donc en fait, c'est un système, on va dire, un petit peu auto-régulé, si on veut. Et donc, si il y a ici de la réception
au niveau du transduceur, ça va venir superposer ici une fréquence très élevée, c'est de l'ordre de 40 kHz, et le transistor va l'amplifier, on va la retrouver ici. Donc là, on peut justement doser le volume de cette réception. Donc là, via ce condensateur là qui coupe la composante continue, on retrouve ici un étage qui est tout à fait identique, voilà, quelque part, donc il va encore amplifier le signal. Donc on peut voir en gros que ce signal ici, il est amplifié 2 fois par ces 2 transistors-là, donc il est amplifié avec une valeur qui est assez importante. Et derrière, on le réémet ici dans cet émetteur ultrason. Donc imaginons qu'il soit faiblement couplé, ici ça réémet les ultrasons, mais là il les reçoit pas, il n'y a rien qui se passe. Si maintenant ils sont assez proches, où il y a un obstacle qui réfléchit fortement les ultrasons, le son qui sort de celui-là, il va revenir là, donc il va être amplifié, il va repasser là, il va être réémis, et on va avoir exactement ça, un effet Larsen, qui va faire que le truc va osciller jusqu'à saturation, et là on aura un signal très fort, alternatif, à la fréquence à peu près centrale des transducteurs, donc autour de entre 38 et 40 kHz à peu près. Et voilà, donc c'est ça le principe. Et si à un moment donné, j'éloigne en fait l'obstacle, il y aura plus assez de couplage sonore entre les deux, et le truc va s'arrêter, et là on retrouvera au repos ici une tension qui est la tension continue de polarisation là. Et bien sûr, on comprend qu'en réglant ici avec ce potentiomètre, on règle la sensibilité du truc, ce qui fait que plus je m'approche d'ici, plus je vais être sensible. Donc quand ici j'ai une oscillation, le but c'est de la détecter, et là c'est pareil. Là il y a ce condensateur là qui ne laisse passer que cette fréquence là. Là on retrouve le même schéma que tout à l'heure de redressement. Donc ça va venir charger ici ce condensateur, qui va rendre la base ici assez positive pour que ce transistor là devienne passant. Et là pour le coup il y a un trigger de Schmitt, grâce à ce circuit 4093, qui lui fera une commutation franche, sachant que là on voit qu'il y a un inverseur, c'est-à-dire que selon qu'on prenne la sortie ici ou là, soit on a un 0, soit on a un 1 quand on a la détection. Donc voilà, ce montage que je trouve ma foi assez original. Alors on peut se dire, tiens, pourquoi ici il n'y a pas de condensateur ici sur les entrées? Parce que c'est pas utile. Ces trucs-là, c'est des systèmes piézoélectriques, comme je vous ai déjà montré dans une vidéo, et je veux dire, de toute façon, ils ne laissent pas passer le continu. Donc mettre un condensateur ici, ça ne servirait à rien. Voilà pour ce 45e épisode de ma série Schéma, j'espère que ça vous aura intéressé. Pour info, je mettrai en commentaire de la vidéo le lien sur le site là qui permet de calculer les filtres T-Notch, là, je pense que ça peut être intéressant. Et aussi, en fait, là où j'ai trouvé aussi le scan là de ces revues, dans la mesure où je rappelle qu'il y a un site qui s'appelle Abandonware, sur lequel on peut trouver, scanner un grand nombre de revues comme ça qui n'existent plus de nos jours, mais qu'on peut éventuellement consulter. Tiens, Maurice, t'as une question pour moi. C'est quoi ta question? Pourquoi chez les humains, il y a différents groupes sanguins? Je sais pas, moi. Je pense que ça permet aux moustiques de varier leur alimentation. Bon, allez, que le grand Yus vous fasse de bons ultrasons, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.